Ma vie souterraine. Je plonge dans la galerie tête en avant. Je vais m'excuser, me plier aux volontés de mon évadé. Je fermerai les yeux et je profiterai. J'obéirai à tout. Je cours dans le tunnel, un sourire béat aux lèvres, les bras tendus en avant. Mes yeux, repentants, crachent des larmes horizontales. Ce sont les retrouvailles. Mais la galerie est longue, et bientôt je m'essouffle. Si la colère des femmes, dit-on, déplace des montagnes, elle se débrouille aussi pas mal sous terre. J'aurais dû prendre ma bicyclette. Ayant parcouru trop de chemin pour revenir sur mes pas, si près du but, je continue ma course effrénée, corps tendu en diagonale, un petit vélo dans la tête, à défaut. Je dérape à la croisée des chemins. À ma grande surprise, le tunnel se divise en 3 branches. Où aller? Comme un gardien de football se détendant d'un côté pour bloquer un penalty, mettant toute sa foi dans un choix relevant du hasard le plus pur, je décide sur un coup de tête soudain, motivé par mon 6e sens, de me jeter dans la galerie de gauche en sur-régime. Que le chemin est long pour rejoindre ma belle. Mais il me faut bien ça. Je dois sentir l'effort, user mon corps. Par cette course folle, je m'accroche à la vie. Que représente un peu de souffrance et d'essoufflement en regard de la déchéance qui me guette, celle qui découlerait de mon inaction déprimante. Car oui, j'aurais pu me morfondre, bras ballants, tête pendante, guettant le retour de Lila dans ma cuisine, en écoutant pousser mes cernes. Peut-être eussé-je attendu en vain une vie entière? En courant, je conjure le sort. Je vais vers mon destin, à l'encontre de ma nature fataliste. Et bien que Lila ne réapparaisse pas, je me sens presque heureux car enfin, je vis. Quand bien même je me tromperai de chemin, je demeure, quoi qu'il advienne, sur la bonne voie. Je dérape encore sur la terre grasse de la galerie, à l'intersection de 4 nouveaux souterrains. Je bifurque de rechef sur la gauche, sûr de mon instinct, fier de mon esprit de décision. Je galope toujours, armé du même sourire béat qui ne me quitte plus, le masque est cousu à ma face. Le soleil ne décline jamais, pas plus qu'il ne se lève sous terre, et le phénomène ajoute une dose de flou à mes émotions amochées, conférant à la notion même de temps un petit côté suranné. Quelques minutes plus tard, à moins que ce ne soit donc des jours après, j'aperçois enfin le bout du tunnel. Alors, à nouveau je suis assailli d'émotions qui se parent des atours de la joie. Je grimpe la légère pente, puis je colle mon oreille à la trappe. Un brouhaha se fait entendre. Des voix humaines. Tremblant, je soulève prudemment la planche me séparant de l'inconnu, et je laisse déborder mon regard au milieu d'une foule de gens bavardant, criant, gesticulant, accoudés à des tonneaux en bois ou assis à des tables en train de boire bière, verre de vin et autres boissons alcoolisées, picorant des amuse-gueules. Ce monde rigole à pleine gorge, postillonne, hurle pour essayer de couvrir le vacarme de la sono, qui débite un bel air de jazz, beaucoup trop fort à mon goût. Des dizaines de talons de chaussures de femmes et d'hommes s'agitent à quelques centimètres de la trappe, que je referme plus que rapidement, sous le coup d'une épouvante à caractère social. J'en ai le cœur qui fait du punching ball sur la face interne de mes côtes. Mes mains l'assujettissent afin d'éviter la rupture. Un débit de boisson, pensai-je, en respirant profondément pour retrouver mon calme. Un bar. Ma presque promise serait-elle ici? Je le sais, elle fréquente ce genre d'établissement avec ses amis. À ces récits, j'imaginais une ambiance feutrée, respectueuse de la conversation voisine, loin de cette surenchère vocale. Les tableaux que crée le cerveau en imagination sont décidément plus chantants que ceux que la réalité crue nous propose. Et le seul choix s'offrant alors à nous en face d'un spectacle relevant du réel, c'est de s'adapter, ou de fermer les yeux. Je me raisonne et mon cahier me manque. La vie tangible est utile, elle permet de nourrir la fiction. Le romancier aime à se gaver d'abjections, de vices et des nombreuses verrues purulentes de la société qu'il recherche sans cesse. Quand sa vie est trop lisse, il s'ennuie. Lorsqu'elle prend un caractère morbide, infâme, voire parfaitement inique, il recharge ses batteries d'inspiration. Il souffre, mais combat sa mélancolie par la recherche du chef-d'œuvre absolu. Je me console. Grâce à vous, êtres humains imparfaits mais vivants, ma bibliothèque a du sens.
C'est bien beau, mais Miloche n'est pas romancier. Et là, en dessous de ce spectacle effrayant de réalité, je reste paralysé de crainte. Incapable d'affronter le monstre à 60 têtes, je tourne les talons en songeant que si le grand Héraclès avait été confronté à des épreuves aussi terribles, nul vase grec n'eût été décoré du récit de ses exploits. La tête basse, abandonnant tout espoir de légende, je rentre à la maison. Miloche, tu redeviens passif, tu retournes à ton état pitoyable de spectateur, me sermonne une grosse voix dans ma tête. Je comprends le message, et immédiatement j'agis. Je m'époussette un peu, tasse en vitesse la jungle de mes cheveux terreux, puis je me dirige, après une large inspiration, vers la trappe. Je la soulève comme je me jetterais dans le vide. J'atterris dans un angle du bar, d'où je commence mon inspection des lieux, raide comme un piquet. La pièce est saturée de fumée de cigarette. Les yeux me piquent, ma gorge gratte. Je retiens mon souffle et j'essaie de prendre l'air détendu de celui qui connaît, en marchant entre les tables, sifflotant une trop forte mélodie saccadée. Il semblerait que je passe à peu près inaperçu. Je me fais bousculer, on me renverse un peu de bière sur la manche, ce doit être la coutume. Un homme avec un plateau circulaire posé de façon horizontale sur la paume de sa main droite se met en travers de mon chemin. Faut-il une carte de membre? M'a-t-il reconnu comme un intrus? Je vais pour bredouiller des excuses fumeuses, quand le jeune homme, l'air avenant, me demande « Je vous sers quelque chose ?» Je fais répéter l'homme. Il s'obstine dans son idée, ne sachant que répondre, sentant pourtant que ma réaction ne doit pas souffrir de retard. Je m'arme de courage et lui serre une main virile, yeux dans yeux, en lui demandant d'une voix qui part dans les aigus « Bonjour, monsieur. Lila est-elle là ?» « Bonjour, me répond-il, le visage fondu d'un large sourire. Il pouffe, se reprend. « T'es un ami de Lila ? Non, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Reviens demain, peut-être. »« Merci. » Mais l'homme recommence. « Je te sers quelque chose ?» Me sentant étranger à quelque coutume bizarre, je tends le doigt vers un angle de la pièce en ouvrant de grands yeux. « Oh, regardez, là !» L'homme se retourne et, toujours en apnée, je profite de ce moment d'inattention pour courir entre les tables médusées, plonger vers la trappe et disparaître sous terre. Là, je respire avec avidité l'air rare du tunnel et je donne cours à une toux gigantesque qui n'en finit plus, tentant entre deux râles enflammés de capter un brin d'oxygène. Puis mon dos glisse lentement contre la paroi jusqu'à ce que mes fesses reposent sur le sol. Livide, harassé, je ne suis pas sûr d'être mort, quoique j'en présente toutes les caractéristiques. Tant de bruit, tant de gens. Je suis sûr, en revanche, que le temps du repos n'est pas encore venu. Pour une fois que je me donne un objectif digne de ce nom, je ne vais pas abandonner ma quête à 2 doigts du but. Requinqué par cette pensée pleine d'optimisme, je ressuscite et reprends ma course. Au long de mon périple, la galerie se perce d'une multitude de branches secondaires, qui elles-mêmes se divisent en une foule de ramifications, donnant chacune le départ à de nombreuses artères. Les chemins sont innombrables, mais qu'importe, je continue ma route subreptice, inlassablement, en remuant des pensées à l'image de ma carte souterraine. Sous le monde, je ne suis plus confronté aux humains plus doués que moi pour parler, pour écrire, pour prendre des décisions, pour séduire, pour mener les autres. Dans ma solitude nue, aucun ne me reflète plus mon manque d'importance. Je suis encore moins que chez moi un de ceux à qui on n'adresse pas la parole par manque d'intérêt. Mon complexe d'infériorité n'a plus aucun référent à se mettre sous la dent, plus d'amis, plus d'amour, plus de père adoptif, et, ne pouvant se frotter à plus rien de concret, en oublie presque jusqu'à son existence. Je ne redoute qu'une chose, le cul-de-sac. Parfois, épuisé, exsangue, je me couche à même le sol en position fétale. Je suis Robinson, qui prend congé de lui-même dans le cocon maternel qu'il s'est aménagé dans le ventre de la terre, à l'abri du vacarme de la vie. Tout peut exploser sous le ciel. Je ne leur en tiendrai pas rigueur. Au fil des jours, des semaines, des mois, je débouche dans des cinémas, des restaurants, des boîtes de nuit, des bals, des musées, des concerts, des appartements bondés, des lieux indescriptibles pleins de gens dénudés,
des bibliothèques, des stades surchargés de supporters, des bowling. Je me nourris de racines de végétaux, je bois l'eau qui suinte des plafonds de la galerie, tournant sans cesse la manivelle de ma petite lampe. J'ai une musique de dynamo perpétuelle dans les oreilles. Un jour, assis dans un tunnel, je gratte ma longue barbe en réfléchissant. Le nez dans mes souterrains, je réalise que je n'ai pas pris de recul sur ma vie depuis des lustres. Je me revois ces derniers temps, cavalant comme un idiot dans le sillage de quelqu'une dont le caractère entier ne tolérerait pas que j'abandonne ainsi ma personnalité, fût-ce pour une cause noble comme l'amour. Merci, Lila, de me conseiller en ton absence. J'abandonne ma panoplie de suiveurs. Je vais aller à ta rencontre. Nos chemins finiront bien un jour par se recroiser. Et donc, à mon tour, à main nue, je me mets à creuser sans répit. Je dégage des mètres cubes de terre avec les ongles, les pieds, les dents. Je vais vers des îles désertes sur lesquelles je me repose un peu, me nourrissant de noix de coco, effectuant des planches interminables sous des soleils brûlants. J'atterris au sommet de hautes montagnes d'où j'observe en grelottant des chamois qui s'amusent. Je débouche sous les sables de déserts chauds comme des fournaises. Un matin, je tombe nez à nez avec un manchot, alors que j'émerge d'un trou de terre verglacé. Un autre, je sors dans une jungle où je fais fuir par mon apparition des dizaines de petits singes apeurés aux yeux rouges. Une après-midi, j'apparais dans une rizière sans fin, sous une pluie battante. Je suis, pendant ces mois, ivre de paysages, camé de manque de sommeil, de nourriture. J'erre, parfaitement inconscient. Je parcours la planète sans trêve, enrichissant mes nuits de rêves qui paraissent, à l'aune de ma vie souterraine pleine de bizarreries, empreintes de normalité. Je suis le grand schizophrène, je règne sur le monde du dessous, et dans cette recherche incessante, j'ai enfin l'impression d'être maître de quelque chose. Ce jour-là, ou cette nuit, je sens que je vais à nouveau déboucher dans un lieu inédit. Le plafond de ma galerie, en effet, sonne creux. Je le perce à coups de coude. Passant la tête hors du trou, j'atterris dans un lieu fort connu de moi. Ma chambre. À 1 mètre devant moi, le carrelage se soulève. Une tête terreuse en émerge. Je reconnais celle qui est définitivement tout à fait à mon goût. Nouveau départ. Fin. Bonjour Lila. Tiens, salut mon Robinson. Tu vas bien? On fait aller. Et toi? Coussi coussa. On fait un bébé. Tu veux dire un nouveau-né qui deviendra un enfant, puis un adolescent, puis un adulte, puis un vieillard, puis un nom sur une plaque en marbre, puis rien? C'est ça. Mais Malila, c'est dangereux de faire un bébé. Tu imagines ce petit être tout fragile, tout petit, qui peut attraper la moindre maladie, qu'on peut kidnapper, qui peut mourir pendant son sommeil. T'as pas été petit, toi? Je ne sais pas, je ne m'en souviens plus bien. Alors? Mais Lila, la maison n'est pas assez grande. En plus, on ne va pas pouvoir lui donner bien à manger. Et puis, peut-être naîtra-t-il sans bras, sans jambes ou avec des chromosomes en moins. Peut-être. Et puis, quand il sera grand, peut-être aura-t-il un retard de croissance et on sera obligé de lui donner des hormones contaminées. Et peut-être qu'il ne suivra pas bien à l'école et que ce sera la risée de tous ses camarades. Peut-être. Et quand il sera adolescent, peut-être qu'il aura des boutons plein le visage. Peut-être qu'il se droguera et qu'il se rebellera contre nous. Peut-être qu'il passera le permis et alors il mourra peut-être dans un accident de voiture. Ou bien d'overdose, ou il se radicalisera, ou il prendra un fusil automatique et il fera un carnage dans une école avant de diriger l'arme contre lui. Peut-être. Quand il sera adulte, peut-être qu'il ne trouvera pas de travail ni de compagne. Peut-être qu'il rentrera dans une déprime tellement terrible qu'il se suicidera. Ou alors il battra sa femme et ses enfants, il attrapera un cancer qui guette des adultes, ou une autre maladie qui peut-être le tuera, ou le laissera handicapé à vie. Peut-être. Quand il sera vieux, on sera plus là, Miloche. Là, tu marques un point. Alors? Je peux réfléchir? Ok, réfléchis. Moi, je vais creuser. Non, attends, Lila. Alors? J'ai pas bien entendu. C'est d'accord.
mais à 2 conditions. Je t'écoute. On lui fait plein de petits frères et plein de petites sœurs, comme ça on pourra s'inquiéter en groupe. D'accord. La seconde condition? Oh, on arrête de creuser, on rebouche tout. Marché conclu. On commence par quoi? 8 mois plus tard, il fait jour. Je suis absorbé par le marbre rond et poli du ventre de Lila. Lolek, Danka et leur petit Luna sont à nos côtés. Ils sourient, je le sais, de mon air ahuri, de mes yeux pleins de tendresse, sans cesse au bord de la noyade, qui scrutent le nombril rebondi à la recherche du moindre signe de vie, tandis que, plein d'animation, mes amis discutent avec la future maman. Nous sommes tous les 5 et demi assis sur de tièdes rochers adoucis par les courants, pieds dans l'onde, près du village de Rabot, où la rivière fait un trou d'eau. Aimé plonge un orteil timide, son vieux maillot à rayures remonté jusqu'en dessous des côtes. Des gens s'agitent autour de nous. Nous sommes vendredi.